Et bienvenue à tous dans le Legal Club Sandwich. C'est votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique, mais pas que, de qualité toujours. Et vous verrez qu'aujourd'hui, le sujet nous concerne absolument tous. Aujourd'hui, c'est l'émission 78. Je suis Lyndia Le Sauvage et j'ai la chance d'être accompagnée par notre fidèle équipe que sont Audrey Deléris et Pierre Landy pour animer cette émission. Deux chroniqueurs que vous connaissez et qui partagent avec nous leurs chroniques en fin d'émission avec des tips et conseils en recrutement, communication et leadership, les sujets évidemment qui nous rassemblent. Comment allez-vous aujourd'hui tous les deux? Je vais poser la question à Audrey. Bonjour Lydia, écoute, ravie de retrouver Pierre et notre invité. Et aujourd'hui, pour ma chronique, je vais vous parler de procrastination dans le recrutement. Parfait, merci Audrey. Pierre, comment vas-tu? Écoute, je vais très bien, même si je suis un peu fatigué parce que j'ai procrastiné jusqu'à 5 heures du matin avant d'écrire ma chronique, voilà, qui parlera de comment se motiver quand on ne l'est plus. Parfait, merci Pierre, tout un programme. Et je suis ravie, nous sommes ravis d'accueillir sur le plateau aujourd'hui un invité exceptionnel, évidemment. Il s'appelle Jean-Pierre Soulier, un invité pas comme les autres, puisque Jean-Pierre a écrit un livre dont il va nous parler. Pourquoi faire aujourd'hui ce que l'on peut repousser à demain? C'est le titre de son émission. Bonjour Jean-Pierre, comment vas-tu? Bonjour Lydia, bonjour Audrey, bonjour Pierre. Écoute, moi ça va très bien, je te remercie. Et effectivement, on va parler du sujet qui prête souvent à sourire. Alors justement, Jean-Pierre, quel message souhaites-tu faire passer à nos auditeurs aujourd'hui? Alors la procrastination, comme je dis, prête souvent à sourire. Même quand j'en parle à mes étudiants à Centrale Supélec, je vois des petits sourires narquois apparaître au coin des lèvres. Et moi, j'ai gardé le cliché parce que je fais partie du club des procrastinateurs. Et j'ai toujours gardé le cliché des files d'attente devant les bureaux des impôts quand on devait aller remettre à l'époque les déclarations de revenus. Voilà. Donc, même si le sujet prête à sourire, c'est effectivement un comportement qui concerne la plupart d'entre nous. Et ça peut concerner aussi bien le chef d'État que le salarié, que dans notre vie personnelle. Donc, c'est vraiment enfin, un comportement qui peut toucher tout le monde. D'accord? Donc, c'est pas systématique. Alors, par contre, parfois, il peut y avoir des conséquences qui méritent qu'on s'intéresse au sujet. Et c'est bien ce que l'on va faire aujourd'hui. Et merci Jean-Pierre de nous ouvrir les yeux sur un domaine qu'on connaît tous, enfin, sauf moi, bien sûr. Bien sûr. Jean-Pierre, est-ce que tu peux déjà te présenter à nos auditeurs qui te découvrent aujourd'hui? Oui, alors donc je m'appelle Jean-Pierre Soulier, je suis indépendant, je suis coach en entreprise. Donc j'interviens auprès de comités de direction, auprès d'équipes de managers dans le domaine du coaching. Je suis également formateur. J'interviens principalement dans le domaine du management, de la relation commerciale. Mais j'interviens par le biais du coaching aussi dans d'autres domaines, tels que la gestion du stress. D'ailleurs, il y a un bon lien entre la procrastination et la gestion du stress, puisque c'est un facteur de stress, la procrastination. Comme je le disais tout à l'heure, j'enseigne ce qu'on appelle les soft skills à Centrale Supélec, c'est une école d'ingénieurs. Et donc les soft skills, nous, on leur apprend plus spécifiquement à travailler en équipe, on intervient également sur la notion de leadership, mais aussi sur la créativité, avec aussi une forte sensibilisation aux enjeux sociétaux et notamment climatiques. Voilà. Et pour compléter ma présentation, je suis un procrastinateur, et moi particulièrement dans le domaine administratif. Très bien. Et alors, comment un procrastinateur, Jean-Pierre, se met à écrire un livre sur la Ah, procrastination? Ah oui. Alors, l'idée du livre, elle n'est pas venue immédiatement. En fait, j'ai été manager avec des équipes commerciales et techniques et j'avais constaté les méfaits de la procrastination sur la remise
de documents à temps, etc. Moi-même, je me connaissais dans le domaine administratif, mais plutôt à titre personnel, et je trouvais que le sujet était très intéressant pour les entreprises. Ce qui fait qu'en 2011, avec une consoeur que je salue aujourd'hui, qui s'appelle Valérie Bernardou, nous avions monté un atelier pilote en vue de le proposer aux entreprises. Alors l'atelier, le pilote s'est déroulé avec d'autres amis coachs, entre autres. Mais lorsqu'on a voulu commercialiser cet atelier, nous sommes assez rapidement aperçus que les entreprises n'étaient pas très réceptives au sujet, pour deux raisons. La première, c'est parce que ça n'est pas prioritaire. C'est quand même, à mon sens, un peu un fléau caché dans les entreprises. Mm. C'est Euh, tabou. Comment? Un Et c'est sujet tabou. tabou. Oui, c'est un peu tabou et ça touche à l'intime. Ça, c'est un DRH qui m'avait fait cette remarque en disant, bah, quelqu'un à qui on propose un stage autour du thème de la procrastination, quelque part, il doit se dévoiler Mm. sur le thème. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Et donc, bah, malheureusement, j'ai pas vendu, nous n'avons pas vendu avec Valérie Bernardou cet atelier. Par contre, quelques années plus tard, quelqu'un qui avait participé à cet atelier, qui s'appelle Hélène Monet, elle est coach et psychopraticienne, m'a permis d'être présenté à Larousse qui cherchait quelqu'un qui soit expert sur le sujet de la procrastination. Voilà, et c'est comme ça que le bouquin est né. J'adore. Et le bouquin est né, il est là, les amis, pour ceux qui nous voient en direct. Je vais le mettre là, comme ça, vous le verrez, je l'ai devant les yeux. Et je vous donnerai quelques petites anecdotes aussi, parce que je l'ai refeuilleté hier soir pour préparer cette émission, Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, puisqu'on est en direct, on a dit que on ne changeait rien. On s'est rendu compte avec horreur que nous n'avions pas notre photo d'habitude. Alors je vous demande tous de sourire, regarder l'écran. Voilà, moi je le fais en direct pour ceux qui nous regardent. Un, deux, trois, regardez. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, vous voyez que cette émission est véritablement en direct et vous pouvez en découvrir les coulisses. Revenons à notre interview. Jean-Pierre, c'est quoi la procrastination, si tu devais définir? Alors, au tout départ, c'est un système de défense, comme tout comportement, hein, c'est un système de défense qui est adapté en fonction d'une circonstance qu'on rencontre au cours de sa vie. Euh, pour vous donner une image, lorsqu'un un enfant ne sait pas encore bien s'exprimer, etc., il va s'adapter à une circonstance et donc il va créer un système d'adaptation et on parle de comportement à ce moment-là. D'accord? Alors, si on va un peu plus loin, il s'agit de tenter d'éviter plus exactement, des tâches qui sont considérées, pour une raison ou pour une autre, comme pénibles. Et c'est là où ça devient un peu plus difficile à cerner, c'est que pourquoi cette tâche-là est pénible pour moi et pas pour mon voisin, par exemple. OK? Alors aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que la procrastination est un comportement qui fonctionne vraiment comme une addiction, avec un système de retour. Alors, je ne vais pas vous décrire en détail la roue de l'addiction, mais ça fonctionne exactement comme ça. C'est-à-dire que lorsque je procrastine, j'y reviens presque systématiquement. Alors, on verra qu'on a des domaines hein, de procrastination, chacun qui nous sont propres. Et alors, si on regarde encore un peu plus loin, ça nous confronte à des sentiments comme la culpabilité. Je ne l'ai pas fait, je me sens coupable de. J'ai toujours pas rendu mon document, etc. Donc, ça nous confronte à des sentiments qui sont inconfortables et que je vais quand même chercher à éviter. Mais voilà. Il y a la culpabilité. C'est aussi une attitude que je vais développer. Les excuses. Hein. C'est quand même pas de ma faute si les trains sont toujours en retard. Hein. C'est bien connu. Donc les excuses qui sont plus ou moins valables, si je puis dire, ça nous confronte bien sûr au stress des conséquences potentielles. Lorsque je procrastine sur un sujet plus important, par exemple dans le domaine de ma vie professionnelle, je peux en avoir des conséquences soit pour moi-même, soit pour des équipes dans une entreprise.
puisque je crois qu'Audrey va en parler dans un domaine beaucoup Exactement, plus oui. focus. Donc voilà, et cette culpabilité euh, et ce stress va venir nourrir une sorte d'état de mal-être que je vais essayer d'occulter en faisant autre chose. Ouais, Et justement, pardon, tiens, quand Oui. tu parles d'occulter, est-ce qu'on peut parler vraiment qu'il y a un déni de procrastination quand on procrastine? Est-ce qu'on se dit, en fait, non, c'est pas vrai, je suis pas en train de faire ça? Qu'est-ce que tu en penses de ça? En fait, il y a plusieurs degrés dans le déni. Alors, dans le déni, vous avez des personnes qui procrastinent sans le savoir, et c'est un véritable déni. Alors, véritable déni, c'est par exemple, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec une cliente qui avait une tendance à être suroccupée. Elle ne gardait pas un espace de temps pour elle, et au point qu'elle ne prenait jamais un temps pour, je ne sais pas, prendre soin d'elle, se relaxer ou des choses comme ça. Donc, vous voyez, on peut avoir des conséquences, même dans le domaine, pourquoi pas, de la santé. Et là, c'était un véritable déni parce que comme elle était suroccupée, elle avait l'impression de tout bien faire, en fait, si je puis dire. Mais en occultant des parties, et là, c'était un véritable déni. Après, on a des dénis qui sont plus légers, si je puis dire. Moi, quand je parle de la procrastination administrative, vous savez que maintenant, tout l'administratif passe par des sites Internet, avec des connexions, avec des codes, etc. Et il est très facile pour moi, par exemple, d'aller naviguer sur d'autres sujets que le sujet qui me préoccupe. Je m'en rends pas tout à fait compte. Bon, après, j'en prends conscience. Après coup, j'en prends conscience parce que moi, j'ai une particularité dans ma procrastination et on a trois formes, j'allais dire, de procrastination. Il y a celui qui va faire les choses un peu au dernier moment, sous stress, parce que quelque part, j'ai une croyance que quand je fonctionne sous stress, je suis bien meilleur et bien plus efficace. Mhm. Alors, j'insiste bien sur le mot croyance, hein. C'est ma croyance. Après, il y a les procrastinateurs qui sont systématiquement en retard. C'est-à-dire que du juste à temps, on bascule dans je suis procrastinateur et je fais les choses en retard. Et puis, troisième catégorie de procrastinateurs, il y a les procrastinateurs qui laissent tomber. Donc, je le fais Comment? pas à un moment. Et, Comment? et non, ce que je me dis, c'est que ce qui est hyper intéressant en plus, c'est que tu vois, moi, je ne comprends pas, je comprends pas les gens qui remettent à demain des trucs qu'ils peuvent faire tout de suite, qui prennent 5 secondes. Tu vois, donc en plus, ça peut créer les comportements de procrastination, des incompréhensions entre les gens, parce que si t'as pas la même façon de procrastiner, tu vois, tu Ouais, comprends pas. Moi, je suis là, mais enfin, c'est pas compliqué, quoi. Tu vois, t'as fait ça, tu claques, tu le fais et c'est ouais, fini. Ce qui est la façon avec laquelle je fonctionne. En revanche, parce que c'est des petites actions et que je me dis, bah, ça peut être fait rapidement. Donc, pourquoi attendre? Ça me fascine que les gens attendent. Tu vois, tu sais que tu vas aller à l'anniversaire. Alors, si t'as pas de problème d'argent, hein, mais tu sais que tu vas aller à l'anniversaire, il y a une cagnotte, tu mets dans la cagnotte et machin, c'est terminé. Et hop, on n'y pense plus. Bah non, t'en as qui vont mettre dans la cagnotte après le moment. oui, Et c'est pas une question d'argent, c'est juste une question, non? c'est, tu vois, ça Ouais. me rend dingue. Et à l'inverse, moi, je vais avoir du mal aux trucs, tu vois, hyper réfléchis, tu vois, je vais remettre, tu vois, les trucs où il faut beaucoup réfléchir. Ah oui, Être, ok, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est je assez. comprends. Et tu vas avoir des gens qui vont me dire, mais je comprends pas, il faut prendre le temps. Et donc, ça peut en plus créer des incompréhensions entre les gens. C'est là, c'est mon point. Oui. Et ça sera intéressant de voir, je sais plus si on en parle ou pas, s'il y a des façons que les gens se comprennent mieux avec leur procrastination Ah. réciproque. Mais c'est vrai que voilà, Audrey et moi, on fonctionne assez pareil. C'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille si bien ensemble depuis toutes ces années. Mike. Merci Pierre, Ouais. parce que j'avais l'impression que tu faisais passer un message du Du coup ménage? polémique, j'ai pas trop mal le Ah non, prendre du non, non, coup. mais pas du tout. Au contraire, t'es exactement comme moi. Bon, ça va alors. Ouais, Oh, non, on est un peu hystérique sur ce. Mais bon, bref, ouais, c'est vous- Il m'a pas mis dans la boucle, hein, vous l'aurez remarqué, hein. Non, mais Enfin, On parce par que est tu contre, aussi n'es j'y pas dans des cette pensais. comme ça. catégorie-là, en Non, l'occurrence. j'en suis consciente. Mais c'est Ouais. vrai que tu le disais, Pierre, quand on a préparé l'émission, l'histoire, ben, voilà, c'est l'histoire des notes de frais. On a des notes de frais, il faut les scanner maintenant pour les donner à son comptable et tout ça. Pierre le racontait, il le fait tout de suite, il va au resto, hop, tout de suite, il prend la photo de Hmm. sa note de frais, il la scanne et c'est fait. Et moi, je suis tout à fait dans le genre de catégorie de personnes où je vais la mettre de côté, voilà, je mets de côté, donc Et à tu la fin termines du avec un mois, paquet de 18 ben centimètres oui, de haut en fin d'année.
Ben Oh oui, non, l'India doit pas être dépensière, c'est pour ça. ouais, c'est pour ça. Mais parce que Pierre aussi, je pense que tu arrives à faire 10 000 choses en même temps. Tu as à peine fini ton rendez-vous que ça y est, ton truc, il est scanné et tout ça. Moi, je ne peux pas me concentrer sur trois choses en même temps, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a aussi cette particularité, je sais pas. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vraiment marrant de voir qu'on ne le fait pas tous sur les mêmes sujets. Ouais. Pour Ouais, rebondir sur ce ouais. que tu disais, rien que dans ce petit groupe, quand on en a parlé, Bah oui, c'était Et dans assez. l'exemple que tu citais, Pierre, il y a cet exemple de celui qui remet en retard. Quand il procrastine, ce sera toujours en retard. C'est pas au dernier moment. Enfin, il aura tendance à le faire toujours en retard. C'est pour ça que je disais on a vraiment trois formes de procrastinateurs. Et moi, je me retrouve au dernier moment. ok, ok. Voilà, donc c'est assez amusant. Euh, Et alors, Jean-Pierre, en fait, selon toi, quelles sont les raisons qui nous poussent à procrastiner? Il y a bien, alors, puisque normalement, on y trouve un avantage inconscient, j'en sais oh, rien, mais ouais, pour quelles raisons on procrastine alors? alors, déjà, je pense qu'il est intéressant de comprendre que la procrastination touche des domaines spécifiques de sa vie. Moi, je vous ai parlé de l'administratif, mais en général, une personne ne procrastine pas dans tous les domaines de sa vie. La réalité, c'est que ça concerne des domaines qui sont spécifiques. Ça peut être dans le domaine, si on prend le plan personnel, ça peut être aussi bien dans le domaine de la santé, comme je disais tout à l'heure, mais il y a aussi le, le domaine comment dire, de la relation aux autres. D'accord. Combien de fois, je l'avais eu, c'était pas forcément de la procrastination, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on est amené à donner des priorités. C'est vrai que moi, mes enfants, quand ils étaient jeunes, des fois, ils réclamaient à ce que je rentre un peu plus tôt. Et quand on est passionné, par exemple, moi j'ai fait une start-up, on était passionné, on bossait énormément, évidemment, et ça peut peser sur l'équilibre familial. Bon, ça, c'est des exemples, mais on a plein de domaines, hein. Le rapport à l'argent, celui qui paye pas ses factures ou qui les paye en retard. Il y a, comment dire, Quand tu parles de l'argent, Jean-Pierre, on est Oui. d'accord, c'est pas forcément une question d'en avoir ou de pas en avoir. Ah oui, oui, tout Quand à on n'a fait. pas, bon, ok, on peut Ah comprendre. oui, Là, tu dis juste, tu peux avoir l'argent, mais simplement, tu vas pas, oui, il se tu vas passe quelque juste, chose, tu vas les payer. c'est ça. C'est pour ça qu'avant d'arriver sur euh, les raisons de notre procrastination, je voulais quand même faire remarquer qu'il y avait aussi des domaines. Hmm, Euh, hmm, je parlais de la santé, je parlais de rapport à l'argent, le rapport au temps. Vous avez tous des illustrations peut-être autour de vous de gens qui sont systématiquement en retard et il se joue quelque chose du rapport au temps. hmm, hmm. Donc, vous voyez que ça touche des. On peut y aller en acupuncture parce que les raisons pour lesquelles on procrastine méritent d'être creusées hein, la plupart du temps. Pourquoi tu ris, Pierre? Mais parce que le toujours en retard, voilà, ça par contre, ça c'est assez moi. Ah, Dans les déplacements, j'entends. hmm, Et tu hmm, sais, c'est assez marrant parce que je crois que tu le disais, Jean-Pierre, mais on a tendance à dire, tu sais, comme les enfants, ils disent pas, au début, ils disent pas j'ai cassé le jouet. Ils vont te dire il s'est cassé. C'est comme si le jouet avait commis un suicide. Oui, Et les gamins, il s'est cassé. Tu sais, c'est pas moi qui l'ai cassé, le jouet. Il s'est propulsé contre contre le mur. le mur pour mm, s'auto-détruire, tu vois. C'est quand t'es gamin, tu dis ça, il s'est cassé. Ben, c'est un peu pareil, tu vois. Quand t'es en retard, tu n'entends pas ben non, je suis parti en retard. Tu vas entendre, il y a eu des embouteillages. Ouais, mais en c'est fait, il y ça. a des embouteillages dans cette ville. Donc en fait, tu devrais partir 20 minutes plus tôt, tu vois. Et c'est assez intéressant de aussi comment dire, les excuses que tu mets à ta C'est procrastination. c'est Donc, ça. tu as dit C'est-à-dire, tout à l'heure, des espèces de causes extérieures comme si tu pouvais pas les contrôler, quoi. Alors que bon, voilà. Il y a une histoire de responsabilité, non? c'est C'est pas ça. reconnaître sa part de responsabilité, ouais. C'est un des sujets, justement, quand on commence à chercher à sortir de la procrastination, on va en arriver là. Mais donc, les raisons pour lesquelles, quand même, pour répondre à ta question, il y a cette histoire de domaine spécifique et les raisons, en général, sont un peu plus profondes que celles dont j'ai conscience. Ouais, Par exemple, ouais. la procrastination administrative, euh, ça peut être un rapport
à l'autorité, ça peut être un rapport à l'institution. Et Mm. tu vois, pour deux personnes qui procrastinent dans le même domaine, il peut y avoir une cause qui est assez différente finalement. D'accord. Parce que le rapport à l'autorité, ça peut être le rapport à toute forme d'autorité, y compris dans la sphère individuelle, personnelle, pardon. Et voilà. Et dis-moi, du coup, Jean-Pierre, on fait quoi pour sortir de la procrastination? Alors, je dirais que la première chose, c'est en éprouver le besoin. Parce que comme je disais tout à l'heure, bon, je sais que moi, je procrastine, mais je m'en sors toujours à peu près. Et finalement, j'y vois pas trop les. Je prends pas forcément complètement conscience des désagréments que ça peut me causer. Donc, première étape, c'est à en avoir besoin. La deuxième étape, c'est vraiment la prise de conscience, parce que, comme vous l'avez expliqué aussi, il y a tout un tas de choses où on n'a pas complètement conscience. Quand je suis dans les excuses, dans l'exemple que Pierre a évoqué, quelque part, je fais un peu de déni. Donc, je n'ai pas complètement creusé. Et à partir du moment où je me livre à une introspection, donc je ne vais pas dérouler non plus toutes les étapes d'une introspection, mais il y a un balancier qui est assez intéressant à utiliser quand on se pose des questions soi-même. C'est qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds. Alors, je dis bien balancier parce que c'est, tiens, je sais que je procrastine dans tel domaine, qu'est-ce que j'y gagne? Il y a toujours un gain, et il y a toujours une perte. Mm. Et si vous posez la question des deux côtés du balancier, il vous arrivera assez souvent d'avoir besoin de bien réfléchir pour répondre aux quatre questions finalement. Parce que je vois bien mes gains si j'arrête de procrastiner. Bon, je ne vois pas forcément mes pertes, mais je procrastine quand même. Donc il y a peut-être quelque chose que je perds dont je n'ai pas forcément conscience. À l'inverse, je vois forcément mes gains à procrastiner. Ça me permet de faire autre chose, par exemple. Je ne vois pas forcément les pertes parce que j'occulte un petit peu les conséquences. Donc là, dans ce travail d'introspection, ce balancier, il est assez intéressant parce que, en fait, au fur et à mesure où je creuse, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est comment j'entre dans ma responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'arrive tout le temps en retard, euh, je suis conscient que je peux prendre des dispositions qui me permettraient d'arriver à l'heure. Quand je fais ça, déjà, je rentre dans ma responsabilité. Mm. Et donc, c'est vraiment accueillir pleinement sa responsabilité. Et dans la responsabilité, ça nous amène vers pardon, un sentiment d'existence. La responsabilité nous permet aussi d'examiner un peu plus en détail notre culpabilité, parce que c'est pareil, notre culpabilité, elle fonctionne comme un petit juge intérieur avec ses petites croyances, etc. Alors que, bon, je me sens coupable, mais c'est mon juge intérieur qui me donne cette culpabilité. Et Jean-Pierre, quand justement on a fait ce mécanisme, cette introspection, est-ce Ouais. que des personnes, et est-ce qu'on peut se dire aussi soi-même qu'on a besoin d'être accompagné en fait pour gérer sa procrastination? Est-ce qu'on peut le faire? Euh, alors, tout à fait, c'est-à-dire que là encore, c'est une histoire bon, de besoin, et puis c'est mesurer les conséquences dans ma vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, les conséquences bah, que dont j'hérite de mon comportement. Quand les conséquences sont graves, ou si un jour ça m'amène à on va dire un accident de vie, type perte d'emploi ou des choses comme ça, à cause de ma procrastination, à ce moment-là, il est peut-être temps de se faire aider. Alors pourquoi se faire aider? C'est parce que comment dire, à un moment donné, même quand on se livre à un travail d'introspection, il est difficile de se chatouiller soi-même. Enfin, il est impossible, pardon, de se chatouiller soi-même. Et à ce moment-là, quelqu'un dans une relation d'accompagnement va pouvoir, avec ce regard un peu extérieur, guider la forme du questionnement. Donc, alors ça peut être un coach. Alors, autour du sujet de la procrastination, le coaching peut donner des résultats intéressants parce que, en général, on détermine un objectif précis. Donc, on va creuser avec le client un objectif autour de la procrastination. Alors que dans la psychothérapie,
ça va vous amener sur un cheminement bien plus profond, sachant que les causes sont toujours un peu en arrière hein, de la procrastination. Donc après, ça, tout dépend de la nature du travail que vous souhaitez faire. Euh, je pense que déjà des premières étapes en mode coaching, ça peut régler certains problèmes. Ça va? Parfait. Et puis, il y a aussi la lecture de ce livre, Jean-Pierre, que tu as écrit, quand même, ne l'oublions pas. La Eh oui, procrastination, aujourd'hui peut-être, ou alors demain. C'est un très beau merci. titre. Et il a été écrit par notre ami Jean-Pierre Soulier. En fin d'émission, si Audrey me l'autorise, je parlerai d'un petit exercice que je trouve très pertinent dans ce livre. Mais une dernière question, Jean-Pierre. Est-ce que tu as des anecdotes, parce que Audrey tape du pied, elle veut des anecdotes. Ah oui, Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter de personnes qui ont réussi, je dirais, à apprivoiser leur procrastination, si on peut appeler ça comme ça? bah, apprivoiser. Alors, il faut savoir que du point de vue du coaching, je ne revois pas les gens sur ces sujets-là 1 an ou 2 ans après. Donc, je n'ai pas Ouais, forcément le retour. le retour vraiment dans le temps, mais par contre, j'ai observé autour de moi, dans mon entourage, des choses. Il y a d'ailleurs une anecdote que je cite dans mon bouquin. C'est ma compagne Cathy, procrastiner pour passer son permis de conduire. C'est quelque chose de... Et en fait, il nous est arrivé un incident, Fréquent. enfin, il m'est arrivé, comment? C'est quelque chose de fréquent, on l'entend souvent, l'histoire du permis de Ouais, conduire. ouais, ouais. Ah, Et c'est un grand en fait, classique. donc elle l'a passé, elle l'a eu du premier coup et tout ça, donc elle est ravie d'avoir passé. Mais le déclencheur, c'est parce qu'un jour, nous sommes partis en week-end et j'ai fait une mauvaise chute avec notre chienne et je me suis cassé le poignet et 2 doigts. Donc nous étions en province, il fallait qu'on revienne, quoi. Et donc, quand elle m'a vu, alors j'ai fait quelque chose que je recommande à personne, hein, mais j'ai quand même conduit la voiture avec un poignet immobilisé et puis des attelles aux doigts. Mais quand elle a vu ça, ça a été un déclencheur pour elle. Et Mm, là, c'est la mm. question du sens qui l'a emporté, pour le coup. Ah oui, ouais. Parce que la question du sens, c'est aussi une belle avancée qu'on peut faire par rapport à la procrastination. Donc, j'aime assez cette anecdote parce que la question de sens, là, a été assez radicale. Voilà. Après, au niveau du temps, je ne sais pas. Alors, au niveau du temps, eh bien, je crois que nous allons passer, les amis, aux chroniques, aux 2 chroniques d'Audrey et Pierre. Et ensuite, après les chroniques, Jean-Pierre, on parlera encore un petit peu de quelques exercices aussi que tu nous donnes dans ton livre, qui sont très sympas et qui sont, je dirais, opérationnels, même si c'est pas un très joli terme, mais en tout cas, des très bons exercices qui peuvent tous nous concerner. Alors, tout de suite, on va lancer la chronique de Audrey Deléris. Get the fever. Merci pour ce jingle que j'adore toujours autant après autant d'émissions. Aujourd'hui, avec toi, Pierre, on a parlé procrastination, donc j'ai eu aussi envie de parler de ce même sujet, mais appliqué au recrutement. Donc, attention, on ne va pas parler de semaines interminables que vous n'avez pas envie de finir et qui traînent depuis des jours, ou encore de ce tiroir rempli de documents absolument à traiter. On va vraiment parler procrastination dans le monde du recrutement, aussi bien côté candidat que côté recruteur. Alors, ça s'adresse aussi bien aux candidats juristes, avocats, mais ça s'adresse aussi à tous les professionnels. Donc, premier conseil, et ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais aujourd'hui c'était obligé, je devais absolument en reparler, c'est votre CV. Votre CV, il faut le mettre à jour. Donc ne procrastinez pas. Si vous êtes en train d'écouter cette émission, dès qu'elle a terminé, vous prenez votre CV, même si vous n'êtes pas à l'écoute du marché, même si vous êtes très très heureux, vous mettez quand même à jour votre CV en français et en anglais. Parce que le nombre de fois où j'entends, bah, moi je suis très très bien, je suis très heureux, je cherche pas de travail, pourquoi est-ce que je perdrais du temps en fait à mettre mon CV à jour? C'est justement pour ne pas en perdre par la suite. Quand vous aurez accès à cette belle offre qu'il faudra absolument envoyer votre CV, c'est pas à ce moment-là qu'il faudra mettre le CV en forme, avec des belles couleurs si vous en voulez, avec les bons mots-clés. C'est dès maintenant qu'il faut le faire. Donc absolument prendre les devants là-dessus. N'attendez pas la dernière minute.
Si on parle CV, et ça pour ceux qui m'écoutent ou écoutent les chroniques, vous savez très bien de quoi je vais vous parler, c'est votre profil LinkedIn, parce que ça vient juste après. C'est pareil. Là, vous le mettez à jour, parce que c'est vraiment votre vitrine professionnelle, notamment dans le domaine du droit. Donc, même si vous n'êtes pas en recherche active, vous devez absolument être à jour en permanence avec les bons mots-clés, parce qu'il faut aussi qu'on puisse, nous, chasseurs de tête, vous retrouver grâce à ces mots-clés, parce que LinkedIn marche avec un algorithme. Donc, si votre CV n'est pas à jour avec les bons mots-clés en français et en anglais, eh bien, on pourrait ne pas vous retrouver. C'est quand même très dommage. Et ensuite, ça, c'est un sujet évidemment qui vient juste après aussi. Et ça, Pierre, tu vas être forcément d'accord. Je le sais, c'est votre réseau. Le réseau à construire tous les jours. C'est encore une fois pas quand vous êtes à l'écoute du marché qu'on va se dire, ah bah tiens, je vais contacter plein de gens, je vais les demander sur LinkedIn et ils vont m'aider à trouver un travail. Non, c'est toujours au quotidien pour vous aider dans votre métier vraiment au jour le jour. Et l'idée, c'est vraiment d'aller le cultiver, d'aller à des événements, de participer à des conférences, de prendre le temps de discuter avec des gens, avec des contacts. Et c'est quand le moment viendra que vous aurez un beau poste qui vous attendra quelque part, que c'est grâce à ce réseau-là que vous pourrez aussi le retrouver. Idem quand là, ça y est, vous avez une annonce que vous voyez sur Internet et vous vous dites, ah, ça a l'air pas mal. Et surtout, en fait, postulez immédiatement. Ça sert à rien d'attendre. Là, vous jouez pas votre vie. C'est pas parce que vous envoyez votre CV sur une offre que vous allez signer pour toute votre vie avec cette société. Le nombre de fois où aussi des candidats qui me disent, bah, j'hésite un petit peu, donc peut-être que je vais envoyer, mais je suis pas sûre, j'attends quelques jours. Non, vous voyez un poste qui vous plaît, vous envoyez directement. Parce qu'il y a beaucoup de recruteurs qui vont regarder les premiers jours les CV qu'ils reçoivent, vont faire un peu leur marché parmi les bons profils. Et s'ils trouvent d'ores et déjà de bons profils les premiers jours, ils vont pas forcément les regarder au bout d'une semaine, au bout de 10 jours sur d'autres CV. Et avant, ils vont avancer avec les premiers. Et ça arrive quand même pas mal de fois. Donc, vous voyez un bon profil, vous pensez correspondre, vous envoyez tout de suite. Et vous verrez si vous êtes rappelé, voilà, vous déciderez ensuite. Ça, c'est vraiment important de pas passer à côté de cette chance-là à cause d'un moment d'hésitation. Ensuite, parlons côté recruteur, parce que vous aussi, recruteurs, et nous aussi, parce que je me mets dedans aussi, on n'échappe pas à la procrastination. Donc, il y a deux choses vraiment où là, j'aimerais donner des conseils. C'est qu'on arrête les processus de recrutement interminables. Et ça, c'est insupportable pour les candidats, avec des choses à rallonge, où on n'est pas sûr, alors on rajoute des entretiens, et ça, on repousse la décision pour le coup, même si j'en conviens, c'est extrêmement important quand on recrute quelqu'un. Donc, vous recevez, vous recruteurs, un CV intéressant, vous le trouvez bien, ne vous dites pas, je vais peut-être attendre d'avoir un deuxième CV parce que je ne suis pas sûre. Donc, ça peut prendre en fait 2 jours, comme ça peut prendre 10 jours d'avoir un deuxième CV. Donc, ce premier CV, voyez-le tout de suite. Et vous verrez si il vous plaît bien, vous avancerez en parallèle avec d'autres profils, mais vous risquez en fait de perdre ce premier candidat parce que vous avez attendu 10 jours avant de le rencontrer. Et ce candidat-là, il risque d'accepter une autre offre par ailleurs. Donc, ne procrastinez pas, appelez-le, rencontrez-le. Et le temps, de toute façon, que les entretiens s'organisent, ça vous permet aussi d'attendre un deuxième CV, mais surtout n'attendez pas d'avoir un panel de 2, 3, 4 candidats avancés. Ensuite, quand vous avez les candidats, que vous les avez rencontrés, il y a aussi une chose extrêmement importante, c'est de communiquer avec les candidats. Quand vous avez trouvé la perle rare, au moins des candidats bien que vous souhaitez faire avancer, il peut se passer plein de choses dans une entreprise. Le budget qui finalement n'est pas validé, finalement on prend du temps, on hésite, on rajoute un entretien. Tout ça, par contre, il ne faut pas procrastiner et attendre de le dire aux candidats. Il faut les appeler, en fait, il faut juste les contacter, leur dire, écoutez, le process prend plus de temps pour telle et telle raison. On a des questionnements en interne avec la direction, je vous rappelle dès que possible. Mais en tout cas, tenir au courant. Parce que ces candidats-là, et ça je l'ai vu à plusieurs reprises aussi, même s'ils sont extrêmement motivés, s'ils n'ont pas de nouvelles, en fait, ils peuvent se retrouver démotivés en fait au fur et à mesure parce qu'ils n'ont plus de nouvelles. Et ça m'est arrivé une fois avec une juriste géniale, il y avait un gros coup de cœur. Et puis en interne, dans l'entreprise, il y a eu des questionnements sur la suite du process. Est-ce qu'on allait rattacher à telle ou telle personne? Sauf que la candidate, en parallèle, elle a avancé avec une autre société. Et quand elle a eu l'offre de la première, de mon client en l'occurrence, elle a refusé parce qu'elle avait perdu en motivation. Donc c'est dommage parce que si on avait su tous ces éléments-là, peut-être qu'en effet, ça l'aurait fait. Donc attention à bien communiquer aussi dans les process de recrutement. Donc que vous soyez candidat ou recruteur, une seule règle, voilà, dans le recrutement, la procrastination, elle peut coûter très cher. Elle peut vous faire rater le job de vos rêves ou elle peut vous faire passer à côté du candidat idéal. Et Lindia, tu vas pas être surprise, je vais finir par une citation parce que j'aime bien les citations. Et là, je vais citer Abraham Lincoln, rien que ça, qui a dit, voilà, vous ne pouvez pas échapper à la responsabilité de demain en l'évitant aujourd'hui.
Ça s'applique dans peut-être une moindre mesure, peut-être que ce qu'il a connu en effet dans le monde du recrutement, mais attention à bien garder ça en tête. Donc, sur ces sages-paroles, à vos CV, à vos profils LinkedIn, et évidemment, bon recrutement à tous si vous êtes en process. Bravo, merci Bravo. beaucoup Audrey. Formidable chronique. Jean-Pierre, tu t'es reconnu sur le profil LinkedIn, j'espère. Alors, oui, mais j'écoutais Audrey avec attention parce que rien que pour la chronique d'Audrey, il faut que je fasse passer le lien à tous mes étudiants parce qu'on a des ateliers projets professionnels qu'on commence dès la première année et on est exactement dans la suite des conseils d'Audrey là. Et ben voilà, tu pourras Génial, bravo. retransmettre le lien de l'émission à tous Ouais. tes étudiants, les bons conseils d'Audrey. Il y en a beaucoup dans les chroniques Legal Club Sandwich. Les Hmm. bons conseils d'Audrey. Tu vas avoir des fidèles Audrey de l'émission Et d'ailleurs, on la peut prochaine. retrouver nos chroniques sous forme de blog sur le site de Legal Club Sandwich, www.club-sandwich.legal. Voilà, wouh, je vais arriver. Et tout de suite, pour le faire taire quelques instants, nous allons lancer le jingle de Pierre. We do. Mais on ne me fait pas taire très longtemps, l'Indien le sauvage. Et effectivement, c'est l'heure de ma chronique. Je suis dans un stress absolu avant de commencer cette chronique car l'heure approche. Nous sommes en direct à l'heure à laquelle mon Golden Retriever va partir en promenade. Et si ça sonne chez moi, nous sommes en direct, eh bien, vous allez l'entendre. Donc, vous êtes prévenus. Alors, aujourd'hui, comment... Non, mais je l'ai pas fait exprès. Voilà, vous voyez, là, c'est du live. C'est du live. C'est tout en place. Je savais que ça allait tomber sur ma chronique. Allez, Mouchka, en route, on va se promener. On y va, c'est parti. Allez, allez, hop, hop, hop. Voilà, c'est parti, il est parti. Donc, c'est du direct. Donc, le thème de la chronique aujourd'hui, comment se remotiver quand on ne l'est plus? Eh bien, aujourd'hui, donc, vous savez tous, on a tous connu ça, comment retrouver sa motivation quand elle semble nous avoir abandonnés. La vie professionnelle des juristes, des avocats, c'est souvent ponctué de périodes intenses de travail, de longues heures, de dossiers stressants, et puis parfois ça retombe d'un coup. Et face à cette pression que l'on subit tous, il est normal de perdre sa motivation de temps à autre. Alors du coup, comment la retrouver? Eh bien, comme à mon habitude, voici 5 conseils pour vous remotiver quand l'énergie vient à manquer. Alors, le premier conseil, eh bien, c'est prendre du recul et essayer d'analyser la source de cette démotivation. Pourquoi est-ce qu'on l'a perdue? Est-ce que c'est tout simplement la surcharge de travail, le manque de reconnaissance que vous avez dans votre entreprise ou dans votre cabinet d'avocat, ou un sentiment d'isolement? Vous êtes le seul à travailler dur dans cette entreprise. Prenez le temps de faire une pause, de prendre du recul et d'identifier d'où vient cette démotivation. Si vous ne faites pas cette introspection, eh bien, vous risquez de tourner en rond, de rester dans ce mal-être sans jamais arriver à adresser le problème à la racine. Et prendre du recul, eh bien, ça peut simplement vouloir dire s'accorder quelques jours de repos, je sais pas moi, pratiquer de la méditation, aller consulter un coach professionnel ou un mentor. Pour ceux qui me voient, je viens de me renverser une bouteille d'eau sur moi. Pour ceux, voilà, pour essayer de trouver la raison pour laquelle tout cela s'applique. Il y a d'ailleurs un bouquin qui s'appelle Manage Your Day to Day, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes boucheries, de Jocelyn Glee, qui propose des techniques pour mieux gérer son temps et son énergie, ce qui peut aider à identifier les sources de stress et de démotivation. Et on mettra, comme d'habitude, le lien dans notre post à venir sur notre ami LinkedIn. Donc, OK, on a pris du temps, on a pris du recul, on a analysé la source. On va redéfinir après, c'est mon conseil numéro 2, ses objectifs. Les objectifs trop vagues ou déconnectés de votre réalité actuelle peuvent créer cette frustration. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser cette bonne vieille méthode SMART, c'est-à-dire des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, pour donner un nouveau souffle à votre carrière, à votre quotidien. Il est souvent beaucoup plus motivant de se concentrer sur des petits succès que de viser trop d'un coup. Par exemple, au lieu de dire et de viser vaguement devenir un meilleur juriste d'entreprise, fixez-vous, et là je vais rebondir sur la chronique d'Audrey, fixez-vous un objectif tel que développer mon réseau en rencontrant au moins une nouvelle personne par mois. Voilà, c'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable, etc. Et ça peut vous aider à rebooster votre énergie.
Mon conseil numéro 3, c'est d'essayer de retrouver du sens. Parce que finalement, la motivation, ça vient de l'intérieur, c'est une question de sens. Posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Et réfléchissez à ce qui, au départ, vous passionnait dans votre métier, dans ce qui vous a fait rejoindre l'entreprise ou le cabinet dans lequel vous êtes, par exemple. Il y avait certainement une valeur, un projet d'entreprise qui vous a motivé. Donc ça peut être un désir de justice. Vous aviez besoin de travailler sur quelques dossiers pro bono ou des défis intellectuels, la rémunération, les possibilités d'évolution ou encore le plaisir de trouver des solutions créatives qui vont aider le business à tout moment. Et bien, reconstruire cette connexion avec vos valeurs fondamentales, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, ça peut vous aider à redonner un nouvel élan. Moi, je recommande toujours aux mentees que j'accompagne de prendre le temps chaque année de recontracter avec soi-même en début d'année. Alors là, on arrive en 2025, c'est le moment de le faire. Êtes-vous toujours aligné avec vous-même, avec votre job et surtout agissez par rapport à la réponse. Donc, proposez-vous régulièrement cette question. Conseil numéro 4, créer une routine dynamisante. Une perte de motivation, ça peut être souvent lié simplement au fait qu'on est rentré dans une routine extrêmement monotone. Du coup, repensez votre emploi du temps, intégrez peut-être des moments de détente ou d'apprentissage, ça peut peut-être faire toute la différence. Changez votre heure d'arrivée au bureau ou votre heure de départ, peut-être intégrer du télétravail si vous n'en faites pas du tout et que c'est permis, ou à l'inverse, retourner au bureau plus souvent si vous n'y allez plus du tout. Par exemple, pourquoi ne pas commencer la journée avec une courte marche ou un café avec votre collègue favori ou aller sur votre blog leadership préféré pour lire ou écouter des chroniques motivantes. Legal Club Sandwich, anyone? Une routine qui vous convient peut vous permettre de retrouver votre dynamisme. Et enfin, mon cinquième et dernier conseil, c'est s'entourer de soutien. Les avocats, nous les avocats, les juristes, on est souvent dans des environnements, on va pas se mentir, compétitifs et solitaires. Et il est essentiel de briser cet isolement. Donc, entourez-vous de collègues, d'amis, de mentors qui comprennent votre challenge. Ça peut vous aider à rester motivé. N'hésitez pas à échanger avec eux sur vos réussites, vos échecs. Les deux sont source d'apprentissage. Participez à des événements professionnels, rejoignez des associations juridiques, trouvez un mentor qui peut vous être bénéfique. Vous êtes dans la tech, rejoignez le Fleet Network, French Lawyers in Tech, co-créé par Audrey et moi-même. Passez du temps avec des juristes qui vous ressemblent. Vous êtes une femme leader, il est temps de rejoindre Comet, le réseau des femmes leaders. Bref, vous l'avez compris, tout ça, ça doit venir de vous-même. Donc pour conclure, ce que je vais vous dire, c'est que souvenez-vous que la motivation est fluctuante et ça, c'est normal. Plutôt que de vous culpabiliser, prenez ces baisses d'énergie comme une occasion de vous réinventer et bien sûr de challenger votre situation actuelle. L'essentiel, c'est d'oser prendre du recul, de vous recentrer sur des objectifs et de ne jamais, jamais, au grand jamais, oublier pourquoi vous faites ce que vous faites. Et en cas de doute, si vous n'êtes plus aligné avec les valeurs de l'entreprise, si cette motivation ne revient pas malgré tous ces conseils, souvenez-vous que le travail est une des rares choses dans votre vie que vous maîtrisez. Donc, si vous n'êtes plus motivé, eh bien, prenez les décisions qui s'imposent. Eh bien, merci Pierre pour cette chronique intransigeante. Merci beaucoup. On a eu deux très belles chroniques aujourd'hui, pleines de bons conseils et plein de bons conseils aussi avec Jean-Pierre sur la procrastination. Audrey, je crois que tu avais une question pour Oui, notre ami Jean-Pierre. j'ai une question, Jean-Pierre, en fait, est-ce que quand certaines personnes font des choses en avance, bon, en fait, ça me concerne moi personnellement, mais du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est de la procrastination quand il nous reste 5 minutes et on se dit, tiens, ce que je peux faire demain, je vais essayer de le faire aujourd'hui. C'est 4-5 mails qui restent pour pas les faire demain, je les fais aujourd'hui. Sauf qu'évidemment, ça D'accord. prend que 5 minutes. Donc, je les ai Ah, fait maintenant, hmm. mais en plus, je suis en retard. Mais par contre, j'ai fait en avance par rapport à ce que j'avais prévu. Est-ce que ça reste de la procrastination? Je dirais que ça porte plutôt vers l'efficacité, sauf Ah, si on merci. se met en retard systématiquement, toujours pareil. Et c'est, D'accord. hein, faut gérer le. D'accord. Donc, on procrastine Ouais. d'un côté, mais en fait, de l'autre côté, ça rend les choses inefficaces parce qu'on est en retard alors. Bah, si il y a des conséquences dans le retard, effectivement, on Ok. retombe sur un travers qui est je me rends en retard avec des bonnes raisons, puisque c'est parce que je suis très efficace.
Ok. Ceux qui écoutent ça, voilà, n'hésitez pas à m'écrire, on pourra en parler du coup de ça. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour ta réponse. Merci Audrey. Alors, Jean-Pierre, j'avais envie de, si tu me l'autorises, de partager avec nos auditeurs un exercice que tu proposes dans ton livre, l'exercice avec les feuilles. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? La rivière et les feuilles. Oh, alors écoute, Mais ça je l'ai. Oui. j'en parle si tu veux. Ah ben Moi, j'en oui, je parle. veux bien parce que là, du coup, cet Non, non. exemple-là m'échappe. Il est tout frais dans ma tête puisque j'ai relu ça Super. hier soir et je trouve que c'est un très bel exercice. Alors, au départ de l'exercice, Jean-Pierre propose qu'on se concentre, comme vous le savez, j'imagine le faire, sur notre respiration, où on prend un temps tranquille avec soi-même et on respire avec le ventre tranquillement, une bonne respiration ventrale, on ferme les yeux et on va se concentrer vraiment sur notre respiration. Et si les pensées viennent, si les émotions arrivent, on les laisse passer sans jugement, on les accueille et à nouveau, on se reconcentre sur notre respiration. Et puis, au bout d'un moment, quand vous sentez que vous êtes dans le moment présent, l'exercice qui suit est particulièrement approprié si un trop grand nombre de préoccupations vous empêche de vous concentrer justement sur l'instant présent. Alors là, on prévoit un petit peu plus de temps. Vous fermez toujours les yeux et vous poursuivez l'exercice en imaginant que vous êtes assis sous un arbre qui commence à perdre ses feuilles. Ça tombe bien, c'est la saison. Un petit cours d'eau se trouve juste devant vous, à portée de la main. Chaque fois que vous percevez une pensée, une sensation ou une émotion, identifiez-la. Déposez-la en imaginant sur une feuille tombée de l'arbre comme si vous écriviez des mots ou des phrases. Posez ensuite la feuille sur le cours d'eau et regardez-la s'éloigner. Durant cet exercice, abstenez-vous encore une fois de toute interprétation. Prenez chaque pensée, sensation ou émotion l'une après l'autre, tranquillement. Accordez-vous le temps dont vous avez besoin. Si vous ne parvenez plus, Audrey, à visualiser les feuilles ou la rivière, c'est que vos pensées vous ont absorbé. Alors, dans ce cas, vous dirigez à nouveau votre concentration sur l'arbre, la rivière et les feuilles et vous poursuivez l'exercice. Lorsque les perceptions s'espacent, en continuant à voir la rivière et les feuilles, dirigez votre attention sur le sujet de votre report de procrastination. Si des nouvelles sensations se présentent, déposez-les sur les feuilles et regardez-les s'éloigner. Enfin, Pierre, visualisez-vous en train de réaliser la première étape de votre sujet de report et terminez l'exercice en vous mettant directement en action. Merci Jean-Pierre pour Mais ce bel exercice. Très bel merci pour ce exercice rappel, oui. Oui. sur la pleine conscience, en fait. C'est ça C'est hein, ça, dont oui. il est C'est la pleine question. conscience. Ça peut être aussi en lien dans la gestion des émotions, mais Hum. oui. J'aime beaucoup l'illustration des feuilles qui reposent sur la rivière et qu'on laisse partir et qu'on s'en libère, en fait. Hein. C'est toujours l'histoire de la pleine conscience. Il t'a plu mon exercice, Audrey? Enfin, l'exercice de Jean-Pierre, pardon. Il m'a beaucoup plu et très bien lu. Merci Lina de l'avoir partagé. Et Pierre, tu as beaucoup aimé cet exercice, je le vois. Alors, moi, ça serait moins le genre d'exercice que je ferais, effectivement. Je suis moins, mais, mais effectivement, moi, mon truc qui est un peu similaire, parce que moi, j'ai 10 000 trucs qui se passent dans ma tête, c'est qu'en fait, j'écris, j'ai une note, des choses à faire, des trucs, tu vois, et je l'écris tout de suite parce que ça me perturbe. Et donc, je peux me réveiller le soir, enfin, avant de m'endormir. Si c'est dans ma tête, je ne vais pas arriver à dormir. Donc, je prends mon Note. téléphone, je note dans Notes, justement et je m'endors direct après. Parce que Ouais. Donc voilà, moi, c'est mes feuilles, c'est mes notes. Il faut que ça sorte de ma tête. Et après, une fois que c'est dans Notes, je ne l'oublierai pas. Je mettrai peut-être du temps à le faire si c'est pas urgent, mais je ne l'oublierai pas. Et ça, voilà, moi, c'est mon océan, enfin, ma rivière et mes feuilles, c'est l'application. On a tous nos petits trucs, hein, mais en tout cas, je vous recommande à nouveau, hein, c'est pas pour faire sa pub, mais je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a plein de choses à piocher et je n'arrive pas à le montrer à l'écran, ça y est. La procrastination aujourd'hui peut-être ou alors demain de Jean-Pierre Soulier avec plein d'exercices, plein de belles idées pour comprendre déjà pourquoi on procrastine et puis surtout des tips comme Audrey les adore pour, eh bien, nous enlever ce comportement
qui nous joue beaucoup de tours dans Vous notre l'avez vie tous professionnelle. compris, vous l'avez tous compris, l'India aurait adoré faire apostrophe et être le Bernard Pivot du C'est 21e siècle. La façon Bah avec oui, laquelle elle présente le livre à la caméra, où elle feuillette les pages, voilà. L'India, tu es notre Bernard Pivot, évidemment pour ceux qui comprennent la vanne, hein, parce que voilà, c'est quoi la phrase de 20 ans qui, enfin tu vois, voilà, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne moins de 20 ans ne connaissent. veut pas Ouais. connaître. Voilà, mais bon, c'est pas grave, Exactement. j'assume pleinement mon âge, tu penses. Merci Pierre pour cette promotion que tu m'offres de pouvoir promouvoir des livres maintenant au Legal Club Sandwich. Ah bah voilà, on a dit Merci. Bernard. Merci en tout cas Jean-Pierre d'être venu nous rejoindre sur le plateau. C'est la première fois qu'on reçoit un auteur, donc on est très fiers, tu le vois bien. Et puis, bah, on ne sait jamais, pour le prochain livre, tu viendras nous le présenter, Jean-Pierre, sur la Ouais, saison écoute, pourquoi pas? En suivante. tout cas, merci pour votre accueil aussi. Bah Eh bien, merci. c'était un plaisir. Et qu'est-ce Et qu'il faut la prochaine fois? C'est ça que Eh j'allais. bien, justement, Pierre, parlons-en. Notre prochaine invitée, elle s'appelle Kitry de Pelleport. Elle est directrice juridique du groupe Renault. Et Kitry viendra nous parler de rendre une équipe juridique heureuse. Alors, ça peut paraître un rêve, mais c'est possible. En tout cas, lorsque les collaborateurs sont heureux de venir travailler, eh bien, sur 130 personnes que dirige Kitry, écoutez, il n'y a pas d'arrêt maladie. Donc, franchement, comment on fait pour rendre les collaborateurs heureux et qu'ils viennent travailler le matin? Eh bien, on aura plein d'idées, plein d'astuces et plein de bon sens aussi de la part de Kitry. C'est bien ça, Audrey, hein? Tout à fait, j'ai hâte d'y être aussi parce que au cas où vous n'auriez pas marqué, et comme tu l'as justement dit, Lydia, moi j'adore les conseils et j'adore les tips et Kitry, pardon, on aura aussi lors de la prochaine émission. Voilà, donc la saison 9 continue. On est ravis de cette saison, de nos invités, tous différents, mais avec plein de beaux et jolis thèmes. Merci encore, Jean-Pierre. Bonne journée à tous et on se retrouve très bientôt. À bientôt tout le Merci, monde. à Merci bientôt. Jean-Pierre. Au revoir, merci She's Audrey. the one who Merci wants Pierre. to feed me.